Europe 1 matin. 6h57, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Dimitri Pavlenko est avec vous. Bonjour Dimitri. Eh bien, rebonjour. Rebonjour À tous les deux. On le dit aux auditeurs pour le menu désormais, le menu d'Europe 1 matin, c'est à 6h40 que ça se passe juste avant votre invité Echo. C'est bien, on a un peu plus de temps, on peut converser. Petite Ombline, Alexandre. Oui, bien voilà. sûr. En avant-première, en levée de rideau, vous l'avez dit, donc nous serons au Maroc ce matin, évidemment, l'actualité politique. On ira au ski aussi. Bon, vous me direz, c'est bizarre, il fait encore 30 degrés partout. On va prendre un peu d'avance sur la saison, mais vous avez une station de ski, une petite station dans les Alpes qui est en train de fermer. C'est pas la première, c'est loin d'être la dernière non plus. Ça, je vous donne rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 7h30 et puis tous vos auditeurs éditorialistes seront là. Également Nicolas Bouzou à 7h20 pour nous parler de la shrinkflation. On parle plus que de ça. Vincent Hervouet nous parlera lui du Maroc et puis Vincent Trémollet de Villers de la rentrée de l'anti-macronisme. Alors c'était très très clair tout le week-end. Ombline Alexandre, on vous dit à demain. À demain, à 5h. On vous retrouve dès 5h pour le coup d'envoi d'Europe 1. Bonjour. Merci. Place à la météo. Bonjour Anissa Haddadi. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors c'est la journée un peu charnière où la chaleur va un peu se dissiper, mais là en attendant c'est très lourd, c'est très orageux ce lundi. Alors la bonne nouvelle, c'est que Météo France a levé la vigilance orange sur les 14 départements concernés depuis vendredi pour la région parisienne et pour le centre Val-de-Loire. Donc plus de vigilance orange à la canicule, mais attention, c'est pas pour ça qu'il va faire moins chaud aujourd'hui. Il va faire moins chaud sur la façade ouest. On a déjà de gros orages actuellement entre la Normandie et le Pays Basque, des orages qui sont en train de toucher actuellement la Vendée, la Charente, la Gironde. Donc dans tous ces secteurs, les orages sont localement forts et ça va durer toute la journée comme ça sur la moitié ouest du pays. Alors les orages ne seront pas constants, il y aura des petites accalmies, mais ils seront localement forts avec des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. Et dans l'après-midi, les orages viendront toucher le Limousin. Donc voilà le temps sur la moitié ouest où les températures vont baisser. 22 à Cherbourg cet après-midi, 23 à Caen, Brest et au Havre, 24 degrés à Quimper, 25 à Lorient, 26 à La Rochelle. Vous le constatez, ça baisse. Ailleurs, ça ne baisse pas franchement. 28 degrés à Ajaccio, il va toujours faire chaud sur la façade est du pays. 29 à Marseille, 31 degrés à Limoges, 32 pour Annecy, 33 degrés à Saint-Étienne, Strasbourg et Lyon et 34 à Dijon. C'est une chaleur lourde, pesante avec de l'humidité dans l'air. Et 29 degrés à Paris. On perd 6 degrés quand même par rapport à hier, mais il va faire lourd. C'est une chaleur lourde et humide. Merci Anissa Haddadi. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Bon réveil à vous, nous sommes le lundi 11 septembre, il est 7h. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Et à la une, Europe 1 est en direct du Maroc ce matin. Nous y rendrons dès le début de ce journal. Le Royaume engagé dans une course contre la montre pour retrouver des survivants. Le bilan très provisoire du séisme de vendredi soir dépasse déjà les 2100 morts. 4 pays ont pour l'heure obtenu le feu vert d'autorités marocaines pour acheminer de l'aide, mais pas la France, toujours en salle d'attente. Entre Paris et Rabat, vous l'entendrez, les relations sont très compliquées. Dans ce journal également, la rentrée politique de Marine Le Pen. Et puis nous parlerons aussi de la déconsommation, terme auquel il va falloir s'habituer. De plus en plus de Français réduisent leurs achats et leurs sorties. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le Maroc face à l'urgence, près de 3 jours après le séisme qui a ravagé le sud du pays. Les secours s'activent pour tenter de retrouver les survivants. Le bilan encore provisoire est déjà lourd. Plus de 2100 morts, près de 2500 blessés qu'il faut maintenant soigner. Il y a aussi les rescapés coincés sous les décombres. Bonjour Inès Zegloul. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 au Maroc, vous avez approché l'épicentre de ce séisme, c'est-à-dire au pied de l'Atlas, principal massif du Maroc et du Maghreb, zone très compliquée à atteindre et c'est bien là le problème Inès, dans ces villages isolés, il a bien fallu s'organiser en attendant l'aide, un immense élan de solidarité s'est mis en place. Oui, effectivement, Christophe, dans les hauteurs de l'Atlas, tous les espoirs reposent en fait sur ces immenses camions qui s'engagent sur la seule route escarpée vers les montagnes. Et il faut aller très vite car en haut, les rescapés manquent de tout, nourriture, médicaments. Et j'ai même aperçu d'énormes citernes charrier des litres et des litres entiers d'eau au milieu des gravats. Et ce, jusqu'à tard dans la nuit. Cette nuit, par exemple, sur une petite place du village de Moulay Ibrahim, les femmes se sont réunies en file indienne à la lueur de leur téléphone pour attendre les dons. Et quand je l'ai rencontré, Aïcha portait encore les mêmes vêtements que vendredi. J'attends l'arrivée des dons comme tout le monde. Il y a de tout dans ces sachets. De l'eau, du pain, du lait. On ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Attendre qu'on nous aide.
de l'extérieur et accepter ce qu'on nous donne. Ce n'est peut-être pas suffisant pour vivre, mais que voulez-vous? On ne peut pas rentrer chez nous. Maman d'un bébé de 18 mois, eux vivent sur le bord de la route sous un drap tendu par des bouts de bois. Alors quand les bénévoles venus de Marrakech ont débarqué, je l'ai vu, Aïcha esquisser un petit sourire. Ils ont ensuite disposé sur le sol quelques dizaines de sachets plastiques remplis de quelques vivres avant de revenir quelques heures plus tard munis de grosses couvertures pour tout le monde. Une véritable tournée des villages finalement, car une fois la nuit tombée dans leur abri de fortune, tout ce que je peux vous dire, c'est que les sinistrés ont froid et faim. Inès Zegloul en direct du Maroc. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place et communication évidemment bien difficile, on s'en doute, dans de telles circonstances. Alors on vient de l'entendre, l'entraide, la solidarité ne sont pas de 20 mots, ce ne sera peut-être pas suffisant. Le Maroc accepte la main tendue de certains pays, mais pas celle de la France. Après évaluation de ses besoins en hommes et matériel, Rabat a dit oui à l'offre de services de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats arabes unis. Paris est toujours sur liste d'attente. Emmanuel Macron, qui était en Inde hier encore à l'occasion du G20, a pris la parole pour proposer l'aide de la France. Sébastien Lebelzik, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à New Delhi. Oui, juste avant de s'envoler pour le Bangladesh où il est arrivé cette nuit, Emmanuel Macron, le visage grave, a évoqué évidemment ce tremblement de terre. Il a d'abord adressé son soutien au Maroc et dit avoir envoyé un message au roi Mohamed VI, mais sans aucun dialogue direct encore entre eux depuis ce séisme. La France, en tout cas, est prête à envoyer des secours. Écoutez le président français. À la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée et nous nous tenons prêts. Maintenant, c'est évidemment aux autorités marocaines d'en décider en fonction de leur évaluation sur le terrain. Mais toujours aucun feu vert des autorités marocaines et on sent l'embarras évidemment côté français. Le président Emmanuel Macron a notamment insisté sur les millions de binationaux et de Français d'origine marocaine. Il l'a redit comme pour pousser le pays à accepter rapidement l'aide de la France. Il a également expliqué qu'une réunion avait eu lieu hier ici au G20 avec les représentants de l'Union européenne et du FMI pour travailler déjà à la reconstruction des sites détruits par ce séisme. Sébastien Lebelzik, envoyé spécial d'Europe 1 à New Delhi. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Retour en France, la politique. Marine Le Pen a fait sa rentrée politique dans son fief d'Hénin-Beaumont. Hier, idée fixe, rejouer le match contre Emmanuel Macron. Et les prochaines élections européennes serviront de cadre à ce match retour, même si les deux protagonistes ne seront pas directement face à face. Qu'importe, Marine Le Pen a tapé dur et fort contre l'exécutif. Reportage de l'un des correspondants d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. Poignée de main et selfie pendant 1h30 pour la double finaliste de l'élection présidentielle. Marine Le Pen, président, faites quelque chose. On fera évidemment beaucoup plus le jour où on sera en situation. Cela va venir, ne vous inquiétez pas, ajoute-t-elle. Après la déambulation, discours devant une centaine de militants, sympathisants et élus, la députée du Pas-de-Calais tacle la décision du ministre de l'Éducation nationale concernant l'interdiction de l'abaya. J'ai du mal à être fasciné par la mise en place d'une mesure qui aurait dû être en vigueur depuis le vote de 2004 sur les signes religieux à l'école, si nous avions des gouvernants moins timorés. Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin en prennent également pour leur grade. La chef de file des députés RN dénonce aussi un effondrement généralisé de la France. Ce devait être le pays des libertés et de l'émancipation. En fait, la start-up nation est devenue la stop-up nation. Et la date de notre prochain rendez-vous avec l'histoire, conclut Marine Le Pen, c'est le 9 juin 2024. Les élections européennes, un scrutin fondamental selon elle. Un reportage à Hénin-Beaumont, Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Alors Marine Le Pen a parlé d'inflation hier, elle est bien installée désormais dans le paysage des Français qui adaptent leur comportement, l'heure est aux économies. Plus 4,8%, c'est la hausse des prix en août. Il s'agit d'une moyenne bien évidemment. Dans l'alimentaire, c'est plus du double. Conséquence, eh bien les consommateurs s'adaptent. On achète moins et on sort moins au restaurant. L'ère de la déconsommation a peut-être sonné. C'est l'un des enseignements de cette enquête de l'INSEE, Barthélémy Philippe. Eh bien oui, il y a plusieurs types de comportements. Près d'un ménage sur 5 change de gamme de produits en choisissant les marques distributeurs, en moyenne 35% moins chères que les marques nationales. Autre stratégie très prisée, changer de magasin pour faire jouer la concurrence. Émilie Mayer, experte de la grande consommation au sein de l'Institut Circana. Ça va être un mouvement vers les enseignes de discount. Également se tourner vers des enseignes qui ont des images prix très fortes, qui gagnent énormément de parts de marché. Et puis, il y a ceux qui déconseillent
somme. 14% des ménages allègent leur caddie. Pour les plus modestes, cela peut se traduire par des quantités réduites, voire des repas en moins. Pour les autres, il s'agit plutôt d'optimiser les achats. On jette tous environ 27 kilos de nourriture par an. La chasse au gaspillage, c'est une façon de faire des économies qui n'est pas privative. De toute façon, c'est un produit que l'on aurait jeté. Enfin, toujours face à l'inflation, 5% des ménages fréquentent moins, voire plus du tout les restaurants. Ils privilégient les repas à domicile. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Enfin, lors des vendanges à sonner dans les vignobles français, dans le Bordelais, on redoute toujours le mildiou. Champignon qui a besoin d'une atmosphère chaude et humide pour s'épanouir. Cela n'est pas sans conséquence sur les volumes récoltés, mais la qualité devrait rester. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place. Le bruit infernal de la machine à vendanger qui secoue les rangs de vignes pour mieux récolter les grappes épargnées par le mildiou. Dans cette propriété du nord de la Gironde, on produit des vins blancs, rosés et rouges, exclusivement du bio. Le mildiou, c'est moins de volume, mais sans impact sur la qualité du millésime, puisque le tri est effectué lors de la récolte, que supervise Noël Ballanger. L'avantage de la machine, c'est qu'en fait, tout ce qui est sec ne va pas tomber. Elle va récolter en fait que les baies qui sont mûres. À cause du mildiou, cette exploitation familiale affichera un rendement en baisse d'environ 20%. Pierre-Henri Cossins est le propriétaire de Château Grand Launay. Nous, on produit habituellement l'équivalent de 150 000 bouteilles par an. Là, on va en produire à peu près 110 000 bouteilles. Il y a quand même une perte qui est substantielle. Mais ce qu'il faut bien retenir pour le consommateur final, c'est que mettre 50 centimes de plus dans une bouteille sur un millésime, c'est pas grand-chose pour lui, mais pour nous, c'est beaucoup. Ça nous permet de passer ces coups durs quand même. 50 centimes d'augmentation à cause du mildiou et la qualité au rendez-vous, promet ce vigneron girondin. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Et un mot de sport, Novak Djokovic entre un peu plus dans la légende du tennis. Le Serbe remporte un 24e titre du Grand Chelem à l'US Open. Victoire en 3 manches hier soir face à Daniil Medvedev. Novak Djokovic égale le record détenu par l'Australienne Margaret Court. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Très bon début de journée. À suivre, l'édito éco. Ouais, le FMI le reconnaît désormais, les profits des entreprises entretiennent clairement l'inflation. Et ben, ça se voit dans l'alimentaire, on en parlait à l'instant. Nicolas Bouzou va nous expliquer cette fameuse boucle prix-profit. Dans un instant, la première invitée d'Europe 1 matin. Pourquoi le Maroc refuse-t-il l'aide internationale et en particulier française? Géopolitique de l'humanitaire avec la géographe Sylvie Brunel dans un instant. Europe 1 matin.